Tiens, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder les grands défis de la prise en charge de l'adulte atteint de mucoviscidose. Donc, je suis Marlène Muris et je travaille au CRCM Adulte de Toulouse. Voici mes liens d'intérêt. Alors, les objectifs de ce topo sont de deux ordres. Tout d'abord, définir ensemble les risques accrus d'aggravation clinique du patient adulte atteint de mucoviscidose et leurs principes de prise en charge. Et deuxième point, les grandes étapes de la vie d'adulte et leurs risques quand ils sont porteurs ainsi d'une pathologie et comment les accompagner au mieux grâce aux soignants du CRCM. Alors tout d'abord, les risques aigus d'aggravation clinique et leur prise en charge. Premier point, l'infection chronique à bacille pyocyanique. Quand on regarde les graphes du registre français de la mucoviscidose, on voit qu'entre 45 et 50% des adultes de plus de 20 ans sont colonisés chroniques à bacille pyocyanique. Mais auparavant, il y a eu un moment qui s'appelait la primocolonisation, où une fois, on a isolé dans l'expectoration pour la première fois ce bacille pyocyanique, Pseudomonas aeruginosa. Le plus souvent, cette primocolonisation survient entre 10 et 15 ans, mais avec les progrès faits en pédiatrie, avec les progrès thérapeutiques, on voit de plus en plus arriver cette primocolonisation chez un adulte de plus de 18 ans, parfois de plus de 25 ans, voire beaucoup plus tard. Et on sait que petit à petit, l'évolution naturelle est d'aller vers la colonisation chronique. Ce moment est souvent redouté par les patients car ils savent que l'infection chronique à Pseudomonas aeruginosa s'accompagne d'une dégradation plus rapide du VEMS, d'une augmentation du risque d'exacerbation, avec donc un recours plus fréquent à des antibiothérapies, notamment par voie parentérale, et à des hospitalisations. Peut apparaître au fur et à mesure de ces exacerbations récidivantes une antibiorésistance de Pseudomonas aeruginosa, et puis une évolution vers la mortalité plus précoce. Donc les patients sont bien informés grâce à l'éducation thérapeutique et à toute l'information dont ils peuvent bénéficier, et très souvent vivent très mal cet épisode de primocolonisation. Il y a donc un risque de décompensation psychologique qui justifiera pour le CRCM de pouvoir accompagner cette annonce et surtout la prise en charge thérapeutique avec les modalités actuelles, que ce soit une antibiothérapie parentérale qui sera la première ou que ce soit la mise en place de nébulisations à visée antipyocyanique avec pour objectif l'éradication. Deuxième grand facteur de décompensation, c'est l'exacerbation aiguë. Alors, il n'y a pas de consensus réel international définissant une exacerbation. C'est un ensemble de symptômes que l'on va recueillir auprès du patient. Il n'y a pas de manifestation clinique spécifique de l'infection bronchique. Et l'expression de l'exacerbation va être dépendante de l'atteinte respiratoire ou extra-respiratoire sous-jacente en fonction de la sévérité sous-jacente. Parmi les symptômes retenus comme des signes classiques d'exacerbation, on a habituellement une majoration de la toux et de l'expectoration. On peut avoir une perte de poids ou une perte d'appétit, une perte d'énergie, une fatigue, voire une fatigabilité, une augmentation de l'expectoration en volume, en purulence, mais chez un petit nombre de patients, on pourra aussi observer une diminution de celle-ci, une rétention. Et puis, un signe très annonciateur qui est la diminution de la tolérance à l'effort ou du niveau d'activité physique chez les patients les plus actifs. Les exacerbations ont un impact et quand on regarde cette cohorte prospective sur ce graphe, on voit que plus on fait des exacerbations au cours d'une année, eh bien, plus le pronostic est péjoratif, avec un grand cut-off, si on peut dire, de plus de 2 exacerbations par an. Donc l'objectif va être de prévenir ces exacerbations et quand l'exacerbation survient, qu'elle soit de cause virale ou autre, la traiter le plus rapidement possible pour faire remonter le patient à son état antérieur. En effet, toute exacerbation va s'accompagner d'une chute de VEMS, en particulier en cas d'exacerbation sévère. On sait que c'est un facteur de progression de la maladie. Être en exacerbation, c'est être beaucoup plus fatigué, c'est avoir besoin d'une majoration de ses soins, c'est source de consultation en urgence, voire d'hospitalisation. Et ça a un impact psychologique pour le patient, évidemment. Ça a aussi un impact scolaire.
voire professionnel avec un arrêt de travail. C'est un impact familial quand l'adulte a une vie familiale avec notamment des enfants ou autres, et c'est un impact social. Donc la prise en charge, elle va reposer sur l'hospitalisation quand on peut chez l'adulte, qui des fois va la refuser. Il faut insister, à mon sens, au moins quelques jours, ce qui lui permettra d'optimiser ses soins et surtout de se reposer pendant quelques jours et de se consacrer entièrement aux soins et non pas au quotidien. Cela permettra d'intensifier et d'optimiser le drainage, car optimiser le drainage au domicile, ce n'est pas toujours facile. Ça permettra de réhydrater, le plus souvent en cas de déshydratation, d'associer des bronchodilatateurs si besoin, et de mettre en place une antibiothérapie adaptée aux pathogènes, prolongée de 10-15 jours, parfois plus, selon le tableau et l'étiologie, qui peut donc être virale, bactérienne, mécanique ou tout simplement l'arrêt des soins. Ça permet également, pendant ces quelques jours d'hospitalisation, de remettre en place une prise en charge en éducation thérapeutique pour revoir les fondamentaux de la prise en charge et les objectifs du patient. Parmi les causes d'exacerbation, on va retenir le pneumothorax. Le pneumothorax, donc, c'est la présence d'air dans la cavité pleurale. Il est le plus souvent spontané et il va survenir sur une atteinte respiratoire le plus souvent ancienne. C'est pourquoi il frappe habituellement les patients adultes. 4 à 5% des patients atteints de mucoviscidose dans leur vie présenteront un pneumothorax, qui peut être partiel ou complet. Il faut avoir en tête que la récidive de ce pneumothorax est fréquente, notamment contralatérale sur un poumon altéré, avec un risque immédiat, même s'il est partiel. Si le patient a un VMS extrêmement altéré à moins de 30%, ce pneumothorax peut engager une exacerbation et aboutir à une menace respiratoire. Il peut être également complet et suffocant, même si ceci est beaucoup plus rare. Vous avez ici sur ce scanner un pneumothorax avec de nombreuses symphyses, ce qui explique que sa prise en charge sera complexe. Alors la prise en charge habituellement repose sur l'hospitalisation, au moins pendant quelques jours, au moins pour une surveillance pour les pneumothorax minimes, du repos au lit, la mise en place d'antalgiques pour maintenir la kinésithérapie respiratoire de drainage, car ce poumon tassé va pouvoir se surinfecter. On peut avoir recours au drainage en urgence, en particulier quand il existe des symphyses. On peut avoir besoin d'être dirigé par un scanner thoracique, voire par une échographie pleurale quand on est familiarisé avec cette technique. Une antibiothérapie doit être systématique, justement parce que ce parenchyme est tassé et va spontanément se surinfecter. Et cette antibiothérapie va cibler les pyogènes habituels du patient. Et on retient donc ce haut risque de récidive dans l'année, de 50 à 90%, homolatéral ou contralatéral, ce qui fera discuter la possibilité d'une symphyse sous thoracoscopie le plus possible pour limiter les séquelles et éviter des complications ultérieures en cas de transplantation. Donc, avoir fait un pneumothorax symphysé n'est pas une contre-indication formelle à la transplantation ultérieure, mais on essaiera de limiter au maximum l'abrasion de la plèvre pour limiter des complications périhémorragiques en cas de transplantation. Donc, autre complication, c'est l'hémoptysie. L'hémoptysie est une urgence potentiellement vitale qu'il ne faut pas négliger. Il est important de la dépister lors de chaque interrogatoire, lors de chaque venue du patient, car elle peut être minime, des petits filets de sang régulièrement, mais elle peut être beaucoup plus importante, une cuillère à café, une cuillère à soupe, voire plus. C'est une expectoration donc, de sang rouge vif en provenance des voies aériennes sous-glottiques. Alors la quantité est souvent variable et difficile à analyser, en particulier chez les patients qui expectorent peu et qui déglutissent. Et elle survient le plus souvent chez des patients plus âgés à fonction respiratoire altérée. Néanmoins, elle peut être massive chez à peu près 5% des patients. Et si elle est massive, elle survient dans un quart des cas chez des patients qui ont moins de 18 ans, donc habituellement avec des fonctions respiratoires moins sévères. Et 10% des cas surviennent chez des patients qui ont un VMS totalement normal. Alors, le consensus dans la prise en charge, c'est de ne pas réaliser d'endoscopie en première intention. Pourquoi ? Parce que très souvent, cette endoscopie n'apporte pas d'informations sur le territoire qui saigne. Par contre, très souvent, le patient peut nous dire de quel côté il a trouvé des crépitements et il a senti la provenance.
on a tous été confrontés à des patients qui faisaient des hémoptysies, qu'on essayait d'endoscoper très rapidement, qui toléraient très moyennement le geste, et soit on ne voyait rien du tout, soit on voyait du sang de façon diffuse sans avoir la source réellement. Le risque de l'endoscopie également, c'est une tolérance, je vous l'ai dit, qui est plutôt moyenne, voire chez les patients les plus sévères, un risque d'insuffisance respiratoire. Alors, la prise en charge thérapeutique de cette hémoptysie va dépendre de l'abondance et de l'atteinte sous-jacente. Si l'hémoptysie est de moins de 50 ml, allez, autour d'une cuillère à soupe, antibiothérapie, surveillance accrue, repos. Au-delà, l'hospitalisation sera souvent de mise pour accentuer la surveillance et s'assurer que celle-ci ne se renouvelle pas. Le traitement va reposer sur le repos, sur l'antibiothérapie qui va cibler les pathogènes connus du patient. L'acide tranexamique peut être proposé. On maintient les traitements de fond. On arrête tout traitement pouvant augmenter le temps de saignement, les anti-inflammatoires non stéroïdiens si le patient en prend, ce qui est rare, les anticoagulants ou les antiagrégants plaquettaires. Embolisation par voie percutanée, par un radiologue entraîné, au cas par cas, à discuter. Et l'on se fait souvent aider par un scanner thoracique qui va auparavant repérer l'hypervascularisation. Un scanner, bien évidemment, avec injection de produits de contraste. Dans un CRCM, on va maintenir la kinésithérapie de drainage bronchique et s'il y en a une, la ventilation non invasive, en tenant compte des contraintes liées à l'hémoptysie en étant particulièrement vigilant. Et puis, l'arrêt transitoire des nébulisations, comme la RHDNase ou l'antibiothérapie, se discutera également au cas par cas en fonction de la sévérité sous-jacente. Donc l'hémoptysie, c'est souvent quelque chose de très angoissant pour le patient, c'est inquiétant aussi souvent pour le soignant, et donc l'évolution, l'évaluation va se faire au jour le jour pour, une fois passé le cap, reprendre progressivement les traitements qui auraient pu être arrêtés un par un. L'aspergillose bronchopulmonaire allergique. Il me semble qu'on en voit de plus en plus. Alors, c'est une dégradation clinique, aiguë ou subaiguë, faite de toux, de sibilance, d'une intolérance à l'exercice, d'un asthme induit par l'exercice, avec un déclin du VMS, une majoration de la bronchorrhée. Tous ces signes ne sont pas du tout spécifiques. Par contre, devant ces symptômes, on va chercher cet ABPA et on va regarder le taux d'IgE total qu'on va retrouver supérieur à 1000 en dehors de toute corticothérapie. On va chercher une hypersensibilité immédiate à l'aspergillus par la présence d'IgE spécifiques anti-aspergillaires ou par des prick tests qui vont nous montrer une sensibilisation cutanée à cet aspergillus. On va rechercher des anticorps précipitants anti-aspergillaires et puis des anomalies radiologiques, soit sur un cliché standard, soit, et c'est mieux, sur un scanner thoracique qui va nous montrer des infiltrats, des impactions souvent proximales sur des grosses bronchectasies kystiques, voire des zones d'atélectasie. Et ces images ne sont pas régressives sous antibiothérapie et optimisation du drainage bronchique. On pourra s'aider d'une endoscopie bronchique qui pourra montrer des moules bronchiques que l'on pourra extirper à la pince. Parfois, c'est assez difficile. La prise en charge thérapeutique repose sur la corticothérapie. Péros, en essayant de trouver la posologie la plus facile à gérer pour le patient et la moins longue possible. Certains auteurs ont proposé des bolus. On peut également proposer une corticothérapie inhalée. Mais parfois, ça ne suffit pas. La place des antifongiques est à préciser. Elle peut permettre dans certains cas une épargne en corticoïdes, mais le bénéfice-risque est à évaluer au cas par cas. Vous savez que les antifongiques justifient un suivi pharmacocinétique important pour être certain d'être dans les bonnes doses, qu'ils sont souvent mal absorbés chez les patients atteints de mucoviscidose, qu'ils ont de multiples interactions médicamenteuses, notamment maintenant avec les modulateurs du CFTR qui amènent à des concessions posologiques, qu'il y a souvent d'autres interactions médicamenteuses au niveau hépatique, qu'il peut y avoir avec certains azolés des complications cutanées
tardive chez le transplanté et l'on connaît désormais le risque d'émergence de résistance aspergillaire sous azoulée. Donc on sera vraiment au cas par cas chez les patients. On peut souligner actuellement l'intérêt des biothérapies de l'asthme, comme l'intérêt des anti-IgE, qui est une molécule maintenant plus ancienne, l'omalizumab, et plusieurs séries, notamment une série française, a montré son intérêt dans la prise en charge des ABPA, notamment réfractaires aux corticoïdes, mais également des nouvelles molécules, comme le mépolizumab, ont fait l'objet de publications. Il est probable que les autres molécules sur le marché montreront également un intérêt dans cette indication. On passe à des complications extrathoraciques comme la découverte d'un diabète. Alors chez l'adulte, la découverte du diabète, c'est souvent la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Chez des patients qui sont déjà très impactés par une prise en charge thérapeutique respiratoire. Dans la littérature, ça touche à peu près ce diabète 19% des adolescents et plus de 50% des adultes sont porteurs d'un diabète. Les facteurs de risque sont multiples. Plus on vieillit, plus on risque de développer un diabète. Le type de mutation, les plus sévères, s'accompagnent plus facilement d'un diabète. L'existence d'une insuffisance pancréatique exocrine, le fait d'être une femme, d'avoir des infections récidivantes, d'avoir une atteinte hépatique, d'avoir reçu des corticoïdes. Généralement, c'est une pathologie qui est considérée comme lourde à gérer, avec des contraintes horaires, des contraintes alimentaires, des contrôles glycémiques à faire, des injections, des auto-injections, ce qui fait que ce package de prise en charge du diabète aboutit parfois à un refus de l'insulinothérapie du patient ou bien à des auto-injections sans contrôle glycémique et donc à un diabète déséquilibré. Il y a également souvent un changement du mode d'alimentation qui est nécessaire, qui est souvent mal perçu par le patient. Et donc, avoir un diabète nécessite souvent plusieurs mois, voire 1 an d'adaptation pour le patient, le temps d'accepter ce nouveau diagnostic et de mettre en place les outils de prise en charge. On peut rappeler qu'un diabète déséquilibré est un facteur pronostic indépendant, certes de morbidité, mais aussi de mortalité. Et on peut souligner ces dernières années l'apport incontestable du monitoring continu de la glycémie par des capteurs transcutanés qui permettent de favoriser l'acceptabilité d'un suivi et d'optimiser le contrôle glycémique de ces patients à partir du moment où ils ont adopté l'outil. Toujours au niveau nutritionnel, l'amaigrissement qui peut faire le lit de la dénutrition. L'amaigrissement passe souvent inaperçu par le patient ou ses proches et c'est à la faveur d'une consultation au CRCM que l'on va s'apercevoir d'une perte de la masse maigre. Alors, les causes sont souvent plurifactorielles. Très souvent, chez l'adulte, c'est une activité professionnelle très intense qui fait que les dépenses vont dépasser les apports. Ça peut être une alimentation inadaptée en quantité ou en qualité. Ça peut être l'apparition progressive d'une anorexie. Ça peut être aussi un diabète mal contrôlé. Et donc, cet amaigrissement, s'il n'est pas corrigé, va aboutir à la dénutrition. Et donc, le rôle du CRCM va être de souligner ce point au patient, de très rapidement mettre en place une prise en charge diététique qui va d'abord consister en une enquête alimentaire pour essayer de voir où sont les problèmes s'il y en a, de reprendre tout le traitement, tout le quotidien du patient pour essayer de trouver des causes à cet amaigrissement et de proposer des solutions stratégiques qui peuvent être un enrichissement alimentaire naturel ou bien des compléments nutritionnels qui sont souvent mal perçus par le patient parce qu'il en a déjà consommé énormément dans sa petite enfance et qu'il arrive à saturation, même s'il y a eu des progrès dans les produits proposés, voire de façon plus agressive, une nutrition entérale par une sonde nasogastrique en autosondage au quotidien ou par une gastrostomie d'alimentation, ce qui va constituer encore une agression corporelle supplémentaire chez ces patients. La mise en place de cette nutrition entérale va s'accompagner d'un risque de décompensation d'une intolérance aux hydrates de carbone qui était contrôlée jusque-là et donc il faudra, en sus de cette prise en charge diététique,
de cette alimentation hypercalorique, mettre en place des contrôles glycémiques plus fréquents. On rappelle aussi que l'absence de dénutrition chez un patient sévère, c'est un facteur de survie en attente de greffe et en post-greffe. Et donc, cet état nutritionnel équilibré est particulièrement important chez le patient adulte. Nous venons donc de voir ensemble les grands risques aigus d'aggravation clinique chez un patient atteint de mucoviscidose et leurs grands principes thérapeutiques. Je vous invite à regarder le module suivant où nous verrons ensemble les grandes étapes de la vie d'adulte et l'impact que ces étapes peuvent avoir sur l'état de santé du patient atteint de mucoviscidose.